Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la Tunisie se prépare pour une double échéance électorale cet automne. Des élections législatives et présidentielles à travers lesquelles l'une des priorités reste le redressement de l'économie. Le Cameroun a capté 530 millions d'euros d'investissements directs étrangers en 2013, soit une baisse de 16% par rapport à l'année précédente. Et puis au Sénégal, la rentrée scolaire est fixée au 8 octobre prochain. Sera-t-elle effective à cette date? Élément de réponse dans ce journal. Le calendrier électoral tunisien s'annonce chargé. Les élections législatives auront lieu le 26 octobre prochain et la présidentielle le dimanche 23 novembre. 2 échéances électorales en l'espace d'un mois. Et après 4 ans de la révolution de Jasmin, le redressement de l'économie reste la priorité. Anan Faro. 27 candidats, dont une femme, sont en lice pour l'élection présidentielle tunisienne du 23 novembre. L'instance chargée d'organiser le scrutin l'a annoncé ce mardi. Parmi les prétendants à la fonction suprême figure l'ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi, le président de l'Assemblée nationale constituante Moustapha Benjafar ainsi que le président sortant Monsef Marzouki. L'économie est au cœur de l'élection. L'économie tunisienne est en difficulté, ça personne ne dit le contraire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand la révolution a explosé? La machine économique s'est arrêtée. Depuis 2010 à maintenant, les dépenses de l'État ont augmenté de plus de 50%. À un moment où le produit intérieur brut du pays n'a augmenté en cumulé que d'à peine 5%. Il est impossible de dépenser autant quand on ne produit pas suffisamment. Pour l'année 2014, la croissance de la richesse produite est estimée à 2,4% avec un taux d'inflation des prix à la consommation de 5,7%. Du côté de l'emploi, 35% des 15-29 ans sont au chômage. Plusieurs défis économiques restent donc à relever aux côtés de la réussite de la transition démocratique. On peut parier sur la Tunisie. La Tunisie va réussir sa transition démocratique et ce sera un pays stable et ce sera un pays qui, par sa modération, par la modération de sa classe politique, à mon avis, pourra être un exemple pour un certain nombre de pays qui nous sont proches. Avant la présidentielle du 23 novembre, le Parlement se renouvellera le 26 octobre. 47% des candidats à ces élections législatives sont des femmes. Un dialogue inclusif pour éviter l'impasse politique au Burkina Faso. À l'issue de leur deuxième face-à-face de ce lundi, les délégations de la majorité et de l'opposition ont pu s'accorder sur les principaux points abordés lors des prochaines discussions. Elles porteront notamment sur la révision de l'article 37 de la Constitution ou encore l'installation du Sénat. Explication avec Ibrahim Ndiaye. Au Burkina Faso, l'opposition et la majorité se sont retrouvées ce lundi 29 septembre 2014 au palais présidentiel de Koussiam pour définir les points qui seront discutés dans le dialogue initié par le chef de l'État Blaise Compaoré. Au cours d'une conclave qui a duré 3 heures, les participants ont fixé 5 points qui feront l'objet des futures discussions. Parmi eux, la question essentielle de la révision de l'article 37 de la Constitution qui limite actuellement à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ces points sont au nombre de 5. Le premier, c'est la question de la révision de l'article 37 de la Constitution. Deuxièmement, la question de l'installation du Sénat. Troisièmement, les questions relatives à l'organisation de l'élection présidentielle de novembre 2015. Quatrièmement, des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil constitutionnel. Et cinquièmement, la question de la contribution de la société civile à la recherche de solutions consensuelles en vue de consolider la paix. Voilà donc les 5 questions qui feront l'objet des travaux qui, bien entendu, se poursuivent. Afin de s'assurer du succès de ce dialogue inclusif et trouver une issue à cette crise qui risque de plonger le pays dans l'impasse, l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo s'était autosaisi du dossier en mettant en place un groupe de médiateurs. En premier lieu, au président du Faso, pour plus de sagesse, d'honneur et de crédibilité dans la préservation des acquis diplomatiques, démocratiques, sociaux et économiques de notre pays. Ensuite, aux acteurs politiques de tous bords, pour plus de patriotisme, de responsabilité et d'amour du bien commun,
pour éviter des dérapages et des débordements pouvant conduire à des troubles graves et à des violences. Le 4e mandat du président Blaise Compaoré touche à sa fin en novembre 2015 si l'article 37 de la Constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 a été modifié à plusieurs reprises. Ce nouveau projet de révision constitutionnelle pour autoriser le chef de l'État à briguer un 5e mandat présidentiel semble être de trop pour la société civile et l'opposition. Des chansons entraînantes, des caricatures saisissantes face à l'épidémie d'Ebola. Les artistes africains se mobilisent et rien de mieux que la musique pour éveiller les consciences. À l'initiative du collectif Y en a marre, ils sont nombreux à donner de la voix contre le virus qui ravage l'Afrique de l'Ouest. Les artistes appellent la population à prendre des mesures de précaution. De leur côté, les dessinateurs du continent sensibilisent avec humour, artistique ou pas. Le message est le même, celui de la prévention. On écoute à ce propos Fadel Barro, président du mouvement Y en a marre. Le but de la campagne, c'est de faire approprier les populations le combat contre Ebola. Pour nous, Ebola, c'est un problème aussi de comportement chez les populations. Comment on pourrait les impliquer, les soucier, les sensibiliser de sorte qu'eux-mêmes portent le combat en adoptant des comportements du genre de se laver les mains, éviter de serrer la ceinture, de toucher un cadavre. Donc, presque toute la prévention qui a été publiée par l'OMS et le ministère de la Santé sénégal, de le vulgariser auprès des populations, de faire des campagnes ici de porte à porte, aller trouver aussi les imams, les prêtres et les impliquer tout le monde. Et vraiment, ça, on l'a lancé juste avant que le cas ne soit signalé au Sénégal. Et ça a reçu un très bon écho, quoi. Selon le Comité technique national de la balance des paiements du Cameroun, le pays a enregistré plus de 348 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers au cours de l'année 2013, un chiffre en recul de 16% par rapport à 2012. Comment l'expliquer? Élément de réponse avec Aminata Diak. 348,2 milliards de francs CFA, c'est le montant d'investissements directs étrangers captés par le Cameroun au cours de l'année 2013, un chiffre en baisse de 16% par rapport à 2012. Cette contre-performance s'explique notamment par plusieurs facteurs d'ordre politique et économique. La baisse des investissements directs au Cameroun est liée à la perception d'une situation instable sur le plan politique, non pas la politique intérieure, mais la politique extérieure liée essentiellement à la présence de Boko Haram. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que le Cameroun, quelque part, avec la mission dite épervier visant à lutter contre la corruption, est considéré par un certain nombre de bailleurs de fonds comme un pays où la corruption joue un rôle très important. Cependant, pour certains spécialistes, il est nécessaire pour le Cameroun de renforcer la coopération sous-régionale afin de rétablir la confiance avec les investisseurs. Le président Biya le déclare, veut que ce soit ainsi et met en place une coopération régionale avec des pays comme le Nigeria ou le Tchad. Il faut donc espérer que ces facteurs apporteront des réponses assez claires pour que les investissements repartent au Cameroun dans la mesure où c'est un pays qui a des compétences humaines, qui a effectivement un sous-sol, des ressources et qui a en effet ici une économie relativement dynamique. Les pays pourvoyeurs d'IDE au Cameroun en 2013 sont la France avec près de 123 milliards de francs CFA contre 62,9 milliards de francs CFA pour les États-Unis et 6,6 milliards de francs CFA pour le Nigeria, la première puissance économique d'Afrique. Ces investissements directs étrangers concernent respectivement les secteurs financiers, des transports, télécoms et commerce. Arrive ensuite l'industrie pétrolière, le secteur industriel hors pétrole et l'agriculture. Au Sénégal, à l'approche de la rentrée scolaire, les craintes subsistent sur son effectivité. En cause, les syndicats enseignants qui ont menacé de ne pas respecter le calendrier officiel établi par le ministère de l'Éducation nationale. Explication dans ce reportage de notre correspondant Djibril Fofana. Au Sénégal, la rentrée scolaire est fixée au 8 octobre. Aujourd'hui, les nombreuses craintes sur son effectivité sont en passe d'être levées, notamment celles concernant les incertitudes sur la rentrée des enseignants. On se rappelle que les syndicats s'étaient opposés au décret fixant la date de la rentrée du personnel au 29 septembre 2014.
Mais les négociations avec le ministère de tutelle semblent avoir porté leurs fruits. Depuis lundi, la majorité des enseignants ont effectivement rejoint leur poste dans les différents établissements du pays. Dans les grands centres urbains, il y a eu une présence satisfaisante, mais dans les régions et dans les localités surtout éloignées, les enseignants n'ont pas pu se rendre à l'école pour prendre service le 29. Et c'est pourquoi nous considérons qu'il y a eu un défaut de concertation sur la modification du calendrier scolaire, parce que le ministre de l'Éducation a initié un décret qui abrogeait le décret 2013-1880 sans concertation préalable. Parce que pour le premier décret, la date de la rentrée devait être fixée au 1er octobre et il est venu modifier cette date-là au 29 sans prendre les dispositions idoines. Au lycée Seydou Nouroutal de Dakar, la rentrée est effective. Les inscriptions se poursuivent et le personnel enseignant a déjà pris ses quartiers. Dès ce 1er octobre, se tiendra l'Assemblée générale des enseignants qui fixera les grandes lignes et objectifs pour l'année scolaire 2014-2015. La rentrée est vraiment effective. Depuis hier, nous sommes là sur place. Vous voyez, tous les services fonctionnent. Les surveillantes sont là, les inscriptions se poursuivent. Et je crois que le 8, Inch'Allah, tous les élèves seront en classe. Mais cet optimisme ne semble pas être partagé par les syndicats. Des perturbations au moment de la rentrée ne sont pas à exclure. On peut craindre d'ailleurs pour un démarrage effectif le 8 octobre, parce que là également toutes les dispositions ne sont pas prises. Mais au-delà du 8 octobre, il faut que tous ensemble nous travaillons pour maintenir les enseignants dans les classes, permettre aux apprenants de bénéficier d'enseignements, apprentissage de qualité et qu'il y ait un bon déroulement de l'année scolaire. À l'évidence, cette nouvelle année s'annonce sous de meilleurs auspices pour l'école sénégalaise. Elle intervient un mois après la tenue des assises de l'éducation nationale où toutes les parties se sont engagées à privilégier la concertation et le dialogue. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.